Vous êtes sur Ecofin Télévision, à tous et à toutes, bienvenue dans Décrypte Éco, votre magazine de débat sur la situation économique en RDC. Évidemment, comme à l'accoutumée, aujourd'hui on va brosser quelques sujets et on fait la une de journaux ces derniers jours. Il s'agit notamment de 3 sujets qu'on a sélectionnés pour vous. La première, il s'agit de la mesure prise par la Banque centrale du Congo, mesure qui demande aux établissements de crédit et sociétés financières de programmer leurs terminaux de paiement électronique pour que ces derniers puissent n'accepter que le franc congolais. Le deuxième sujet qui va alimenter le débat, c'est donc la demande de découvert bancaire du gouverneur sortant Jean-Tingo Blambaka à la Sofibank, une demande chiffrée à 18,7 milliards de francs congolais pour payer des indemnités et ainsi que les arriérés de salaire de ses membres de cabinet et de membres de l'exécutif provincial sortant. Puis enfin, on va chuter par l'installation du gouvernement souminois qui va coûter en somme au gouvernement plus de 16 millions de dollars américains. Avec moi sur ces plateaux, un habitué de cette émission, il s'agit de Tony Antoine Dibendila. J'ai bien prononcé les noms. J'ai failli écorcher votre nom. Tony Antoine Dibendila, vous êtes donc journaliste, directeur des infos chez Ecofin Télévision. Bonjour et bienvenue sur ce plateau de Décrypte Éco. Bonjour Osé, merci pour cette nouvelle invitation. C'est toujours un plaisir, je l'ai dit souvent, pour moi de prendre part à ces programmes Décrypte Éco, surtout que notre peuple est obligé d'être bien informé et nous sommes là justement pour apporter ces éléments d'information. Donc merci pour cette invitation. Merci également à vous d'être là, et à mon extrême gauche, je reçois pour la toute première fois sur ces plateaux Serge Bétou. Bonjour. Bonjour Osé. Bienvenue en tout cas sur ces plateaux. Merci beaucoup, merci. Serge Bétou, vous êtes entrepreneur, vous êtes économiste de formation, vous êtes également analyste des questions politiques. Tout à fait. Avec vous, on va donc partager ces plateaux, évidemment, avec Tony Antoine Dibendila. On va discuter sur ces 3 thématiques et donc le débat sont ouverts. On va prendre la première thématique. Il s'agit évidemment de cette mesure prise par l'autorité monétaire sur la dédollarisation de l'économie nationale. Qu'attendre de la programmation de TPE en francs congolais? Serge Bétou, on commence par vous. Ok, merci encore une fois de plus. Je crois que la mesure prise par la Banque centrale du point de vue économique, sont des mesures, je dirais, salvatrices. Pourquoi? Parce que ça fait plus de 3 décennies, si je ne m'abuse, que notre économie est en berne. C'est-à-dire la dollarisation de l'économie congolaise a causé beaucoup plus de mal que de bien, de manque et de bien. Et il était très important que la Banque centrale puisse quand même prendre une décision qui n'est pas la première. Exactement. Qui n'est pas la première. Voilà. Il y a eu une série de mesures. Il y a eu une série de mesures. Notamment le paiement des agents et fonctionnaires de l'État en francs congolais uniquement et la fixation de prix sur le marché en francs congolais également. Oui, tout à fait. Parce que si nous faisons un tout petit peu un recul en arrière vers les années 90, c'est-à-dire il y a eu une forte inflation de la monnaie congolaise, zaïroise à l'époque, d'ordre, si je ne m'abuse, de 90-94, c'est-à-dire il y a eu une inflation de plus de 250%, de 256% à 10 000%. À 10 000%. À 10 000%. Je me souviens même, il y a eu à un moment donné la réforme monétaire avec l'ancien Premier ministre, le feu Birindois. Tout ça pour pallier à des situations pareilles. Et par après, il y a eu une accalmie vers les années 95, 96. Et après la première guerre de l'Est, ça a tout compliqué et tout a été chamboulé encore une fois de plus. Mais la dollarisation de l'économie congolaise, parce que suite à ces inflations, c'est-à-dire la population congolaise zaïroise de l'époque a perdu la confiance de notre monnaie locale, soit monnaie domestique. Justement, cela est aussi dû au fait que notre économie est extravertie, tournée vers l'extérieur, et du coup, lorsqu'on veut acheter à l'extérieur, on ne peut pas utiliser le franc congolais. Et c'est évident. Bon, c'est pas tellement ça, beaucoup plus lorsque la monnaie perd sa valeur.
Et lorsqu'il y a vraiment une inflation galopante, il y a plusieurs conséquences qui se succèdent, qui s'en suivent. C'est-à-dire, je vais être un peu simple pour une très bonne compréhension pour les auditeurs aussi. Voyez-vous, la monnaie remplit 3 fonctions, c'est-à-dire la réserve de valeur, l'unité de compte et l'intermédiaire de change. Voilà. Vous voyez, je vais m'attarder beaucoup plus sur la réserve de valeur. La réserve de valeur. La réserve de valeur, voyez-vous, lorsque la monnaie perd, ou soit lorsqu'il y a des inflations galopantes, la monnaie perd sa valeur. Supposons vous avez acheté, par exemple, vous avez dans votre compte un montant de 10 millions de francs congolais. Exactement. N'est-ce pas? Je prends l'année par exemple 2000, vous aviez 10 millions de francs congolais. Arrivé à 2020, ces 10 millions a perdu essentiellement sa valeur. C'est-à-dire la confiance à la monnaie nationale n'y est plus. Vous voyez, ce qui a poussé la population à utiliser beaucoup plus la monnaie, les devises étrangères. Et d'ailleurs, on préfère garder l'argent. Oui, parce que là, il y a moins de risques. Il y a moins de risques. Il y a moins de risques, c'est-à-dire ça garde plus ou moins sa valeur pendant une très longue période et tout le monde a tendance à pencher, c'est-à-dire ça devient une monnaie de refuge, comme je dirais, une monnaie de refuge. Et les conséquences de la dollarisation, c'est surtout sur le plan gouvernemental. C'est la Banque centrale lorsqu'elle émet le billet, n'est-ce pas, lorsqu'elle émet les billets, c'est-à-dire le franc congolais, il y a ce qu'on appelle, il y a des avantages, c'est-à-dire les intérêts qu'elle tire. On parle souvent, on parle souvent de du seigneuriage, c'est-à-dire lorsque la banque émet le billet, n'est-ce pas, il y a des intérêts que la banque tire par rapport à l'émission de ces billets. Mais lorsque nous utilisons beaucoup plus la devise étrangère, ces intérêts vont ailleurs. Voyez, ces intérêts vont ailleurs. Et c'est la Banque centrale qui tient la politique monétaire du pays. C'est la Banque centrale qui tient la politique monétaire du pays. Lorsqu'elle prend la décision de dédollariser l'économie, je crois que c'est à l'avantage de tous les Congolais, c'est à l'avantage de la population congolaise. Serge Leto, on va revenir à vous. On va cette fois-ci prendre Tony Antoine Dubendila. Cette mesure, vous l'avez certainement vu, lu même les communiqués. Comment jugez-vous justement cette mesure qui vise donc à dédollariser l'économie nationale congolaise? Bon, je crois que je ne vais plus revenir sur les ravages de la dollarisation de l'économie congolaise. Nous savons que depuis un certain temps, notre économie, je crois que c'est depuis les dernières années du pouvoir du maréchal Mobutu, l'économie de la République démocratique du Congo, Zaïre, à l'époque, a été fortement dollarisée. Et voilà, il y a eu des inflations, ainsi de suite. Il fallait faire recours aux devises étrangères pour stabiliser quand même des choses. Et puis il y a une série de lois qui ont fait en sorte que les dollars américains et d'autres devises d'ailleurs étrangères, et là on l'utilise en parallèle du franc congolais. Et il y a même une loi, je crois c'est sous Joseph Kabila, une loi qui a officialisé cette utilisation parallèle d'autres devises aux côtés du franc congolais, de la monnaie nationale. Et donc je crois, je l'ai dit ici, je ne reviens pas sur les ravages parce qu'on sent combien est-ce que la dollarisation pèse sur les quotidiens du Congolais. Donc voilà en quelque sorte. Et alors je voudrais rapidement revenir sur un fait. Oui. Dédollariser. Oui, on va. Alors s'il vous plaît. On va revenir sur ça. Oui, s'il vous plaît. Vous parlez de la dédollarisation. Oui, je disais. Maintenant, dédollariser notre économie, c'est un fait en tout cas, c'est un fait, en fait c'est un souhait pour tout le monde, mais ce qui divise ici, c'est les procédés, les processus, parce que j'ai suivi il n'y a pas longtemps le professeur Godin Poyi, vous savez c'est une grande figure, congolaise dans le milieu économique. Lui est plutôt sceptique sur la décision des paramétrer uniquement les terminaux de paiement électronique en RDC en franc congolais. On parle de terminaux, pas de distributeurs. Voilà, on parle des terminaux. Lui, c'est lui en tout cas, il est sceptique dans le sens que cette mesure-là pourrait contribuer à dédollariser. Il estime que pour lui, cette mesure pourrait aggraver l'inflation. Il a donné, j'ai d'ailleurs
lui répondre mot à mot ici. Il fait allusion à ce qu'il appelle la perte d'échange. Avant, il disait, la perte d'échange, il disait que c'était, avant, c'était les acheteurs qui prenaient en charge cette perte d'échange, mais maintenant, avec les paramétrages des TPE, uniquement en francs congolais, c'est maintenant les vendeurs qui va prendre en charge cette perte d'échange. Et conséquence, ils vont inclure dans les prix des biens, et cela pourrait engendrer, cela pourrait engendrer une inflation. C'est une analyse, c'est-à-dire que l'objectif, la finalité pour d'ailleurs tout Congolais aujourd'hui, nous sommes devant un fait accompli, parce que vous êtes obligé de payer, on vous paye en francs congolais, les fonctionnaires de l'État sont payés en francs congolais, mais ils sont obligés de payer les loyers en dollars. Vous voyez, ça pose un sérieux problème. Même ici à Kinshasa, dans certaines alimentations et autres, vous voyez, il y a des biens qui sont vendus en dollars, et voilà, ça complique et ça rend les quotidiens des Congolais très très dur à supporter. Et donc voilà, ça pèse également sur le pouvoir d'achat des Congolais. Ça, il faut pas oublier. C'est pourquoi, voilà, je suis en train de conclure. C'est pourquoi il faut rappeler un fait. C'est-à-dire que les principes est clair. Tous les Congolais souhaitent aujourd'hui qu'il y ait dédollarisation, que notre économie soit basée, que les francs congolais aient plus d'importance. C'est-à-dire, on paye, même ici à Brazzaville, si vous y allez, j'y étais il n'y a pas très longtemps. Vous voyez, les Brazzavillois lambda ne connaissent pratiquement pas les francs congolais. C'est les CFA. Voilà. Pensez-vous, que l'utilisation exclusive du franc congolais va affecter positivement, négativement l'utilisation, mais en fait, moi je crois que il y a des pays, j'évoque la question je viens ici de citer les Congo-Brazzaville, juste ici en face, tout s'est fait en CFA. C'est-à-dire que si aujourd'hui en RDC, nous utilisons le franc congolais, même pour les entreprises commerciales, ainsi de suite, il n'y aura pas de problème. J'ai suivi même un autre économiste il n'y a pas longtemps, il a expliqué, vous avez vos francs congolais, vous les amenez à la banque centrale, vous voulez commander, on fait les transferts en banque des dollars de l'autre côté, vous avez vos biens. Vous voyez, ça va aller beaucoup plus vite. Et puis ça va faciliter chez nous en fait. C'est surtout les Congolais lambda qui sera allégé, qui sera positivement. Non, l'idée, l'objectif final. Maintenant, il faut maintenant les experts doivent se mettre d'accord sur les procédés pour atteindre la dédollarisation. Il faut vraiment réfléchir sur poursuivre le débat. Voilà, parce qu'il n'y a pas longtemps, les gouvernements congolais en a parlé, madame la gouverneure de la Banque centrale, Kabedi Malangou, l'avait dit. Aujourd'hui, c'est un souhait, c'est vraiment une volonté gouvernementale de dédollariser l'économie de la République démocratique du Congo. Mais c'est les procédés, ce sont les mécanismes à mettre en place. Il faut vraiment insister pour que les économistes congolais, ceux qui maîtrisent très bien les fonctionnements des systèmes économiques globaux de la RDC, se mettent d'accord sur les procédés, sur les mécanismes qui peuvent nous conduire sans trop de heurts, parce que ce qui est vrai, ça va prendre un long moment. Ce n'est pas du tic au tac, ce n'est pas d'aujourd'hui à demain, ce n'est pas d'aujourd'hui à demain. Ce n'est pas d'aujourd'hui à demain qu'on aura une économie congolaise totalement dédollarisée. C'est un procédé. Je crois que progressivement nous pouvons atteindre cet objectif-là. Voilà. Mais maintenant, les analystes doivent se mettre d'accord sur les procédés, sur les mécanismes à mettre en place pour que cela ne soit pas beaucoup plus négatif pour les peuples qui souffrent déjà, qui a un pouvoir d'achat affaibli, très affaibli en tout cas. Donc voilà, en quelque sorte. Il faut que les experts se réunissent pour poursuivre le débat par rapport à cette mesure. Je reviens à vous, Serge Betou. D'après vous, je vais vous poser la même question qu'a Tony Antoine Libendila. Cette mesure, cette transition vers l'utilisation exclusive du franc congolais va impacter positivement ou négativement les entreprises commerciales? Bon, je dirais... les petits commerçants congolais. À l'heure actuelle, c'est vraiment... En fait, tout dépend de la politique gouvernementale et de la politique de la Banque centrale. Vous savez, la dollarisation complique un peu la politique monétaire du gouvernement.
Parce que vous allez être d'accord avec moi que le gouvernement ne maîtrise pas tous les paramètres, c'est pas moins des millions de dollars, vous voyez un peu. Voilà. Et ça complique tout. Je l'ai dit tantôt que c'est un manque à gagner. Lorsque la monnaie locale n'est plus utilisée, n'est-ce pas, et que l'on donne beaucoup plus d'avantages à une monnaie étrangère, eh bien c'est... Bénéfice supplémentaire par... Oui, c'est un manque à gagner, c'est un manque à gagner. Et je crois que lorsque les autorités ont pris cette mesure, je crois qu'ils ont réfléchi, ils ont vraiment mûrement réfléchi pour prendre de telles décisions. Rassurez-vous, ce n'est pas une dédollarisation directe comme ça, ou soit globale, c'est-à-dire c'est progressif. Mais la crainte c'est quoi? Continuez, je vous laisse continuer. La crainte, je vais rejoindre vous savez ce qui se passe au Congo. Oui, vous savez, les opérateurs économiques qui sont ici, d'abord notre économie est extravertie, c'est-à-dire nous importons beaucoup plus que nous exportons. Ça c'est un fait. Nous importons. Et tout ce que nous achetons à l'extérieur du pays, c'est pas en francs congolais. Et vous savez, pour l'approvisionnement en dollars ou soit en devises étrangères, qu'est-ce que ces opérateurs économiques font? Ils font recours à des cambistes. Vous voyez, ils proposent même le taux d'échange. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui a besoin de 10 millions de dollars américains, n'est-ce pas? 10 millions de dollars américains, bon, je prends peut-être 10 000 dollars américains pour être un peu simple. 10 000 dollars américains représentent aujourd'hui combien? De 28 millions de francs congolais, n'est-ce pas? Ouais. Il a urgemment besoin de 10 000 dollars américains. Il se présente à la banque centrale et que la banque centrale ne dispose pas de ces montants. Il présente ces francs congolais et la banque centrale ne dispose pas de 10 000 dollars américains sur le champ. Ouais. Vous voyez, qu'est-ce qu'ils font? Parce que la banque centrale doit s'assurer de disposer suffisamment de devises étrangères, des réserves en dollars pour pouvoir servir, comment dirais-je, les opérateurs, soit les acteurs dans ces secteurs-là. Vous épinglez le côté bénéfique, mais sur le champ, la population ne va-t-elle pas ressentir ces chocs? C'est ce que la crainte. Vous voyez, par moment on est un peu dubitatif par rapport à. Vous voyez un peu. C'est pas la première fois. Il y a eu des décisions. J'ai lu un ouvrage en 1983. Il y a eu une décision à l'époque du Zaïre où le gouvernement zaïrois avait demandé à toutes les banques commerciales de convertir, n'est-ce pas, les dépôts de leurs clients en devises étrangères en Zaïre. C'est-à-dire, si vous avez dans votre compte 10 000 dollars américains, on devait convertir. C'est-à-dire, vous avez votre argent, mais plus en dollars, mais en monnaie locale. Et vous voyez, et tout ça. Ce sont des comment dirais-je, des mesures qui ont été prises. Il y a en 1999 ou soit 99, il y a eu des mesures où on a même interdit le bradage des monnaies, c'est-à-dire avec des cambistes, etc. Qu'est-ce qu'ils font? Moi, je suis opérateur économique, je veux avoir le devise pour aller acheter mes marchandises parce que je dois tourner, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais recours au marché parallèle ou soit au marché pirate. J'ai besoin de 10 000 dollars américains. La solution, d'après vous, serait donc que la BCC puisse s'assurer d'avoir suffisamment de réserves avant d'enclencher cette... C'est-à-dire, de faire appliquer cette mesure. Oui, nous devons rendre fort notre économie. Vous voyez, l'économie doit être stabilisée, doit être stable. Nous devons beaucoup plus que les exportations soient beaucoup plus importantes que les importations. Vous voyez, parce que lorsque nous importons plus, la balance commerciale va pencher, parce que lorsque les exportations dépassent les importations, donc ça a des conséquences. Vous voyez, ça a des conséquences néfastes. Oui, on s'affiche rouge, ça a des conséquences néfastes sur l'économie nationale. Je disais ici. Donc c'est une question de revoir un peu. Donc c'est-à-dire notre politique nationale. Donc ça n'a rien à voir avec la politique monétaire de la Banque centrale du Congo. Bon, je ne dirais pas que ça n'a rien à voir. Donc c'est-à-dire si je peux dire ainsi, parce que je ne suis pas monétariste, mais j'essaie quand même d'épingler certains points à notre connaissance. Je disais ceci, c'est-à-dire l'opérateur économique qui veut avoir des dollars, il va solliciter une tierce personne en dehors de la banque centrale et il va proposer son taux. Voyez-vous, bon, j'ai 30 millions de francs congolais, donnez-moi 10 000 dollars américains. Et
on ne travaille pas sur perte. Donc le marché parallèle, c'est ça. Le marché parallèle, si ça va encore alimenter cela, parce que ça risque justement d'alimenter, créer cette spéculation sur parce que les clients, le marché des changes. Oui, ces clients, c'est-à-dire les clients de cet opérateur, de ces commerçants ne vont plus acheter en dollars. Vous voyez, ça va accentuer cette spéculation. Moi, je vais avoir ça à 30 millions de francs, comment dirais-je, 10 000 $ à 30 millions de francs congolais. Et sachez que lorsqu'il va importer sa marchandise, eh ben, il va tenir compte de la perte, soit de cette majoration en termes d'achat de devises. Voilà. Vous voyez, les 2 millions supplémentaires, eh bien, ça va être inclus sur le prix de biens. Alors, je vais revenir à vous. Je reviens à Tony Antoine Dubendila. Êtes-vous du même avis que votre co-débatteur qui estime que cette mesure risque de créer, en tout cas d'accroître cette spéculation dans le marché parallèle pour ce qui concerne le taux de change des devises étrangères et particulièrement du dollar américain? C'est pourquoi j'insiste pour un fait. Le fait, c'est qu'il y a les experts du gouvernement, ceux qui ont réfléchi pour mettre en place un ensemble des mécanismes pour atteindre la dédollarisation du franc congolais. Mais je crois qu'il y a également, en dehors des experts du gouvernement, d'autres éminents scientifiques, économistes, qui connaissent bien les systèmes économiques de la République démocratique du Congo, qu'il faudra consulter, échanger avec et regarder ensemble quelles sont les différentes conséquences qui peuvent engendrer lors de la mise en place de chaque mécanisme, de chaque mesure. Là maintenant nous avons par exemple les paramétrages en francs congolais des TPE. Demain il y aura une autre mesure, demain il y aura des ATM, voilà. Et puis il faudra savoir qu'à la mise en place de chaque mesure, il y aura des conséquences forcément et ça ne peut pas manquer. Et donc les intellectuels doivent également réfléchir, ou les analystes aller on peut prendre ça comme étant des douleurs d'enfantement. Ouais. Les analystes économiques allaient en ce sens-là pour anticiper. Attention, les douleurs d'enfantement, oui, mais si ça se rabat sur la population, le portefeuille du Congolais lambda, le portefeuille qui est déjà fragilisé, je l'ai dit tantôt ici, et si ça se rabat, si on évoque, ici on a évoqué la spéculation du taux, on va évoquer, j'ai évoqué également l'inflation, la flambée de biens sur le marché. Oui, l'inflation, et ainsi de suite. S'il y a des conséquences comme ça, ça peut créer les lits des soulèvements sociaux incontrôlés. Vous voyez, je peux donner un exemple. Voilà. Vous voulez réagir? Oui, non, c'est-à-dire pour appuyer Monsieur Tony. Oui, Monsieur Tony. L'an dernier, j'ai été vers presque proche de Cabinda, là-bas en Angola. Vous savez, lorsque l'Angola a pris la décision de dédollariser son économie, pour retourner vers le Kwanza. Retourner vers le Kwanza. À cette époque, 100 $ revenait se négocier à 11 000 Kwanza. Vous savez aujourd'hui c'est combien 100 $? Avec l'inflation autour de 50. Non, 110 000 Kwanza, 110 000 à 115 000 Kwanza. Voyez les conséquences. J'ai des amis qui avaient fui le Congo pour aller chercher tout le monde voulait aller en Angola. L'Angola était devenu comme un Eldorado, ça y est, tout le monde voulait aller chercher fortune en Angola. Mais aujourd'hui tout ce monde revient ici au Congo. Ah, ça je vous le dis, le dollar, pour avoir le dollar, c'est-à-dire qu'il faut que ça provienne du Congo pour l'Angola. Donc voilà, en quelque sorte. Merci pour les pays voisins en devises étrangères. Merci pour cette parenthèse. Merci pour cette parenthèse. Voilà justement, c'est pourquoi j'étais en train de dire qu'il faudra vraiment réfléchir autour des conséquences. Une réflexion mûrie. Et voir comment est-ce qu'il faut contenir ces conséquences au risque que cela fragilise même la quiétude sociale. Donc déjà, voilà, conséquence, parce qu'aujourd'hui déjà, je l'ai évoqué, il y a des bourdonnements sociaux, les gens sont mécontents des conditions sociales qu'ils vivent, la situation socio-économique se dégrade progressivement. On voit de l'autre côté les francs congolais qui continuent à perdre de sa valeur face aux devises étrangères. Vous voyez, il y a l'inflation tous les jours. On voit comment est-ce que les prix des biens sur les marchés sont en train d'augmenter. Et donc voilà, c'est pourquoi je dis qu'il faudra vraiment anticiper ces conséquences. Ça peut être l'inflation, ça peut être la spéculation, il faudra vraiment tenir, il faudra vraiment anticiper, je le dis, il faudra vraiment anticiper, il faudra parce qu'il y aura
coûte des conséquences. Mais il faudra anticiper pour contenir ces conséquences, pour éviter en plus de cela, une sorte d'enlisement. En plus de cela, un dernier mot sur ces sujets, on va passer au sujet suivant. Il y aura maintenant une augmentation des demandes de devises étrangères. N'est-ce pas? Ça va créer cette rareté de dollars. Oui, ça va créer un peu cette rareté parce que les opérateurs économiques doivent se ravitailler en devises étrangères. Voyez-vous? Or, nous sommes en temps de guerre et l'État congolais doit aussi s'équiper et les armements, comment dirais-je, tous ces achats se font en devises. Vous voyez un peu? Alors, la priorité pour l'instant, c'est la sécurité du Congo, la sécurité des Congolais. Et donc la mesure n'est pas opportune. Qui dit sécurité dit dépense. Et donc, d'après vous, la mesure n'est pas opportune. Non, mais il faut y aller. Il faut y aller. Il faut passer par là. S'il faut passer par là, il faut y aller. Mais il faudra aujourd'hui, moi je crois que déjà il y a la décision. Je crois qu'il le faut en tout cas coûte que coûte, voir comment contenir ces conséquences. Raison pour laquelle nous avons dit que ce sont des mesures salvatrices parce que la dollarisation complique la politique monétaire du pouvoir, du gouvernement. Vous voyez, ce sont des mesures salvatrices, mais est-ce opportun pour l'instant? Question mark. Voilà. Bon, il y a des spécialistes, il y a des économistes chevronnés qui étudient, comme il y en a eu en 99, 2000, mais qui n'a accouché. En tout cas, qui n'a rien donné. C'est un sujet qui peut alimenter le débat pendant des heures. Je l'ai dit tout à l'heure, ça peut nous faire parler pendant des heures, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la dédollarisation de l'économie nationale, la mesure prise par la Banque centrale du Congo, qui donc qui demande aux établissements de crédit ainsi que les sociétés financières de programmer leurs ATM, non, leurs TPE, leurs terminaux de paiement électronique, pour que ces derniers n'acceptent que le franc congolais. Mais à part ça, il y a aussi d'autres sujets, évidemment. Comme je l'avais annoncé à l'entame de cette émission, on va aussi prendre l'affaire Ngobila. Waouh! La demande est découverte bancaire par Ngobila, le gouverneur sortant de la ville-province de Kinshasa, a fait donc une demande à la fin du mois de mai 2024 à la Sophie Bank, une demande qui pour une demande de découvert bancaire qui se chiffre à 18,7 milliards de francs congolais. Pourquoi? Eh ben, pour payer, je cite, les arriérés de salaire et indemnités des sorties non payées jusqu'à ces jours de membres de son cabinet, ainsi que de l'exécutif provincial. Tony Antoine Bendila, faut-il accorder un nouveau prêt à Ngobila? Mais c'est une demande cynique. Une demande cynique. Ça, c'est du cynisme, ça. Hein? Vous êtes à 2 jours de votre départ, vous voulez aller emprunter de l'argent et pour rendre la vie difficile à celui qui vient juste après vous. Mais c'est cynique. Et puis moi je suis en train de soupçonner, en tout cas c'est un soupçon, je suis en train de soupçonner le fait que les gouverneurs sortants est en train de penser à la caution. Vous savez qu'il y a une caution que la ville avait déposée quelque part, il y a, je crois, aux alentours de 21 millions de dollars pour la construction des marchés Zando. Voilà. Je crois peut-être que, moi je soupçonne que soit les gouverneurs, soit son équipe, il y a des gens qui sont en train de vouloir prendre cet argent par des mécanismes, parce que les gouverneurs est sortant. Quelle garantie va-t-il donner à la Sophie Bank pour pouvoir bénéficier de plus de 6 millions de dollars? En dollars, ça fait plus de 6 millions de dollars. 6 millions de dollars, en cas de découvert bancaire, c'est un peu comme une dette qu'on contracte. Mais voilà. Sur le compte, c'est une dette contractée. Mais voilà, justement, c'est ça dans le compte de la ville-province de Kinshasa. Mais oui, mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est cynique. D'abord, bon, il faut faire la part des choses. La correspondance du gouverneur
évoque les indemnités des sorties. Des membres des cabinets, des membres du gouvernement, des ministres, enfin du gouvernement provincial, mais aussi les arriérés des salaires. C'est-à-dire, il a besoin de ces... Ainsi que le paiement des impôts sur les revenus professionnels. Il a besoin de cette dette-là, d'endetter la ville pour payer les indemnités des sorties, ainsi de suite. C'est ce que dit la correspondance. Faut-il accorder un nouveau prêt? C'est-à-dire que s'il y a des indemnités à donner aux membres de son cabinet, ainsi de suite, je ne peux pas être contre les indemnités. C'est un droit de ceux qui ont travaillé. Mais il faut faire la part des choses. C'est aussi une question de crédibilité. C'est ça, mais nous avons vécu. On parle de 6 mois. Nous avons vécu. Et 3 mois d'arriérés. Nous avons vécu des histoires dans ces pays, dans cette ville, durant les mandats du gouverneur Ngobila. Nous avons vu les accusations. Nous avons suivi les accusations de l'ancien président de l'Assemblée provinciale, Godin Poy. Nous avons suivi. Il a dénoncé les dettes odieuses. Il a dénoncé les détournements des fonds, les surfacturations. Il a dénoncé les surfacturations. Il a dénoncé les personnels fictifs qui sont payés mais qui ne travaillaient pas, qui étaient invisibles. Il y a eu plusieurs dénonciations. Non, j'arrive. Cela a été que je termine. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, je l'ai dit, c'est une question de crédibilité. Est-ce que le gouverneur sortant est crédible pour que la ville accepte de s'endetter, qu'il obtienne cet argent-là pour payer les indemnités de sortie des membres de son cabinet? C'est-à-dire, moi je me dis, c'est ça le problème. C'est vraiment ça le problème. Il faut faire la part des choses. Ceux qui ont travaillé dans son cabinet ou dans les cabinets des ministres provinciaux ont droit à leurs indemnités. Ok. Ils ont droit aux arriérés de salaire s'ils ont des arriérés. Ok. Mais il faut faire la part des choses. Mais est-ce que ces prétextes-là est exact? On va se poser plusieurs questions à la fois et on peut arriver à dire, c'est pourquoi moi je suis en train de soupçonner cette caution-là, parce qu'il n'y a pas longtemps, les mêmes présidents de l'Assemblée provinciale avaient également dénoncé qu'il y avait une caution logée dans une banque de la place ici. Je crois les noms m'échappent. Logé dans une banque de la place, caution pour la construction du marché Zando, et je soupçonne qu'il y a soit les gens, une corrélation, soit les gens autour du gouverneur sortant Gentini Ngobila. Je vois qu'il y a des gens qui sont en train de regarder des lorgniers et ils veulent monter un mécanisme pour prendre une partie de cet argent-là et partir. Voilà, pour aller, c'est les partager. Mais en tout cas, parce que moi aujourd'hui, en tout cas, je l'ai dit et j'insiste, je ne vois pas pourquoi la ville de Kinshasa va s'endetter sur les dettes déjà que la ville a. Ajouter encore des dettes pour aller juste payer les indemnités de sortie. Du Bendila, lorsqu'il est arrivé à la tête de la ville province de Kinshasa, Ngobila avait aussi parlé d'une dette qu'il avait trouvée. Si je me rappelle bien, c'était à hauteur des 60 millions de dollars qu'il avait évoqué, je pense, lors de son arrivée. Vous parlez de la crédibilité de cette demande, mais s'il avait trouvé une dette et qu'il a restitué cette dette, n'est-il pas normal qu'il demande les arriérés de salaire? Non, mais il n'y a rien. Il s'endette à son tour. Non, mais il faut pas faire des raccourcis aussi. C'est des raccourcis aussi faciles comme ça, frauduleux. Si un gouverneur arrive et qu'il trouve des dettes et qu'il paye ces dettes-là, il doit lui aussi s'endetter. Mais est-ce qu'il a déjà payé ces dettes-là d'ailleurs? Il faut se questionner, il faut se poser des questions. Nous avons entendu, mais toutes les dénonciations de l'ancien président de l'Assemblée provinciale, c'est tout là, c'est dans la toile, c'est dans le média, c'est dans le journal. Et voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la ville a déjà beaucoup de dettes. Ça, c'est connu. La ville n'a plus besoin d'autres dettes. S'ils veulent de l'argent, qu'ils partent vendre les manèges qui est là à la gare centrale, ils peuvent vendre les manèges là-bas. Les Libanais, là-bas, ils ont construit la grosse roue là-bas pour que les gens aillent jouer. Ils peuvent vendre la roue là-bas. Ça peut rapporter. Oui, j'ai trouvé que c'était joli. On peut mettre ça en vente. L'épée d'argent là, ça va servir pour les indemnités
l'indemnité des... Antoine Dubendila, voilà. je vais revenir vers vous après. Je vais prendre cette fois-ci la réaction de Serge Bétou. Affaire Ngobila, ça fait parler, ça fait débat dans le coin de rue, mais également sur ces plateaux. Vous avez certainement remarqué avec notre co-débatteur. Alors, faut-il accorder un nouveau prêt au gouverneur sortant de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila? Vraiment. Toujours des montants faramineux. Ouais, on parle de 18,7 milliards de francs congolais. Toujours de un peu montants plus de 6 millions de dollars américains. Je me pose parfois la question, est-ce que Kinshasa n'a pas la chance? Parce que, vous savez, nous, les natifs de Kinshasa, un vrai Kinois, comme les Kinois aiment de dire, Dikando, vrai Dikando, ma ville, ma très chère ville de Kinshasa n'a pas eu de chance apparemment. Voyez-vous, 18 milliards, hein, de francs congolais. Plus de 18 milliards de francs congolais, près de 700 millions pour des indemnités. D'abord, les indemnités de sortie, c'est un droit fondamental. Mais ça fait pitié, hein. Même avec qui est Tony Antoine Dubendila, la crédibilité. Mais pourquoi même, pas la crédibilité, la crédibilité de tout ce qu'ils avancent comme raison. De tout ce qu'ils avancent comme raison. D'abord, il faut qu'il y ait vraiment qu'il y ait du sérieux dans tout ce que nous faisons. Voilà. Qu'il y ait du sérieux dans tout ce que nous faisons. Qui paye l'exécutif provincial? Et comment se fait-il qu'aujourd'hui la caisse de la ville se retrouve à un solde nul? Voilà. Comment expliquer ça? Avec cette demande, on risque de virer. Avec tout ce qu'il y a comme entrée, au jour le jour, la ville encaisse. Au jour le jour, il y a les parkings de motards, c'est-à-dire les frais de motards, où on a estimé qu'on a de cette recette va aller au gouvernement, au niveau national, au gouvernement central. Tout ce qui reste. Non, le recette de la ville, c'est-à-dire le motard, etc., ou soit de parking, reste. Je pense que ça reste dans la caisse de la ville. Voilà. Même si ça allait ou soit, mais il y a une partie il y a une quote-part de la ville. Voilà. Parce qu'on avait promis aux motards de construire des parkings qui n'est pas construit jusqu'aujourd'hui. Une escroquerie à ciel ouvert. Vous voyez? Et de telles personnes, lorsqu'ils parlent de 4 000, vous savez, les Congolais souffrent, les Kinois souffrent, papa. Devant l'hôtel de ville, là, les chauffeurs s'amusent à changer la tarification, c'est-à-dire le prix du transport devant l'hôtel de ville. De 2500 à 4000 voire 5000. Donc la course, c'est-à-dire d'une commune à une autre. Ngombe et Ngalema sont des communes voisines. Mais, et ces gens-là aujourd'hui, non, mais ils se donnent le luxe de passer devant le média pour demander un crédit que nous allons payer, nous contribuables Kinois que nous allons payer. Hein? Non, mais figurez-vous, hein, 6 millions de dollars. Ouais. C'est nous qui allons payer cette dette-là, une fois contractée. Une dette pour payer les arriérés. Pour payer les arriérés de ceux qui ne nous ont pas servi. Mais il évoque également le paiement des impôts sur les revenus professionnels. Non mais attendez. Ça relève, c'est comment les paiements des impôts sur les revenus professionnels. Est-ce qu'on peut nous les chiffrer? Il a donné une somme globale de 18 milliards 724 millions 21 702 francs congolais. Ça c'est la dette. Ça c'est la dette. Non, c'est-à-dire non, mais attendez. Oui, dans ça. C'est-à-dire mais attendez, on se moque de qui? On se moque de qui? Est-ce que c'est parce que le montant est colossal ou parce que la personne de Ngobila, disons, sa gestion n'a pas été bonne, qu'on devrait refuser de lui accorder ces nouveaux prêts? Nous voulons avoir des précisions sur ce prêt. Parce que c'est vous et moi qui allons payer cette dette-là. C'est vous et moi qui allons payer cette dette-là. Nous voulons être précis. Qu'il nous précise. Et je me pose la question, ça je ne sais pas. Vous êtes journaliste, vous pouvez peut-être mener des investigations. Qui paye l'exécutif provincial? Les ministres provinciaux sont payés par le gouvernement central ou par l'exécutif provincial? C'est ce que nous voulons savoir. Et comment est-ce qu'ils sont arrivés à avoir un solde nul, zéro, pendant qu'il y a des entrées dans la ville? Pendant qu'il y a des entrées. Il nous explique pour moi. Zango, pourquoi si c'est pas endetté pour finir rapidement le marché central?
C'est depuis 2020. L'inauguration traîne encore jusqu'à ces jours. L'inauguration traîne encore jusqu'à ces jours. Vous savez, il y a de ces travaux qui devaient être exécutés par la ville, il y a également eu qui ont été exécutés par le gouvernement central. À la fin, justement, de son mandat à la tête de la ville-province de Kinshasa, il a acheté environ 200 engins pour l'assainissement de la ville-province de Kinshasa. C'est ce qui explique le saignement à blanc de la caisse de la ville. La caisse a été vraiment saignée pendant son mandat, d'après vous? Ah, mais parce qu'il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il n'y a rien. Hein? Il n'y a rien, on n'a rien trouvé. Parce que s'il sollicite une dette, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dans la caisse de la ville. Mais attendez, ça fait mal. Moi, ça énerve par moment. Ça énerve par moment. Les Congolais souffrent. On n'a pas, les Quinois souffrent. On n'a pas pu trouver des solutions par rapport au problème des Quinois, surtout le transport. Vous savez, ça dérange. Voir quelqu'un qui n'a rien comme... qui a un faible revenu et qui se déplace pour le centre-ville, et qui est obligé de chercher encore. Parfois, je vois, surtout, faites un tour le soir, voyez comment est-ce que les gens font le pied, parfois du centre-ville, même de vieilles personnes, des personnes plus âgées, ils vous font 10 à 20 km à pied, au jour le jour, chaque jour. Devant l'hôtel de ville, les chauffeurs s'amusent à augmenter les frais de transport. Il y a la saleté. C'est-à-dire, c'est pas moi. Quelles sont les implications financières à long terme pour la ville de Kinshasa? Les implications financières par rapport à cette dette, si on peut utiliser ces termes, s'il est découvert de plus de 18 milliards de francs congolais est accordé, d'après vous? Mais il y a des intérêts, parce que ça va pas être, on va pas payer 18 milliards. Hein. Il y aura des intérêts qui vont être payés. Des intérêts supplémentaires. Il y a des intérêts qui vont être payés. D'ailleurs, comme mon co-débatteur a dit, l'a si bien dit ici, il faudrait aussi savoir si la première dette, comment dirais-je, a été payée. Si les 60 millions, le fameux 60 millions de dollars américains, toujours des montants faramineux, le fameux 60 millions de dollars américains laissés par Ngobila comme dette, par André Kimbuta, a été payé. On ne sait pas. Finalement, donc voilà. C'est comme s'ils ont une classe là, c'est-à-dire une oligarchie, une classe là de privilégiés qui ne font que profiter de l'argent de l'État. Nous n'en disconvenons pas. Les indemnités de sortie, c'est bel et bien un droit fondamental, mais qu'on nous explique de fond en comble. Qu'on vous explique de fond en comble, on va cette fois-ci attaquer le dernier sujet, évidemment, de cette émission de débat, évidemment, Décrypte Éco, l'installation du gouvernement souminois. Et oui, on en parle encore cette fois-ci. Pourquoi? Parce que, en tout cas, l'installation va engloutir, je cite, plus de 16 millions de dollars américains, Tony Antoine Dubendila. Une somme encore faramineuse. Oui, bon, avant que vous voulez récupérer oui, avant que je prenne ces sujets, je voudrais rapidement revenir sur la question de la demande, de la sollicitation d'un prêt du gouverneur Ngobila. Et donc, moi, je voudrais rapidement signifier ceci. D'abord, j'ai évoqué la question de crédibilité, mais il faut parler du concret. Nous avons vu les programmes Kinshasa Bopeto. Aujourd'hui, c'est un échec cuisant, il n'y a même pas à aller en discuter. C'est vraiment un échec. On a évoqué la question nous avons vu nous avons vu les gouverneurs promettre aux plus jeunes à Kinshasa, c'est en pleine émission, que la ville sera fortement éclairée. Et quelques mois avant son départ, il a reconnu l'échec. Ça n'a pas tenu, ça n'a pas réussi. Il y avait, je ne sais pas durant les mandats de M. Ngobila, qu'est-ce qui a réussi? Il y a eu quelques actions timides. Mais en tout cas, en général, c'est vraiment un échec. C'est vraiment un échec total. Et donc, qu'il nous épargne les histoires de prendre d'autres dettes. Voilà. Qu'il nous épargne. Aujourd'hui, vous avez évoqué la question de voir les implications si la dette était accordée, ainsi de suite. Si la banque là accorde cette dette, ce sera une dette odieuse. La dette odieuse, on ne la paye pas. C'est un principe. La dette odieuse, on ne la paye pas. Cette banque-là connaît la situation. C'est-à-dire, aujourd'hui, le gouverneur est à 3 jours de son départ, vous lui accordez plus de 6 millions de dollars américains qui seront payés avec des intérêts, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, j'insiste, cette banque-là ne peut pas
répondre positivement à cette demande des gouverneurs. Jusque-là, et ce que j'ai dit, je crois que tous les Congolais dans la rue se disent, tous les Kinois se disent la même chose. Et donc, que les gouverneurs nous épargnent, les gens veulent éviter rapidement son fiasco en termes de gestion de la ville et qu'ils nous évitent les histoires de on va attaquer le la banque là ne paie même pas, que la banque là ne répond même pas, qu'il n'y ait même pas d'accusé de réception. Qu'il n'y ait même pas d'accusé de réception. Non, mais je dis, mais qu'il n'y ait même pas d'accusé de réception, ça fait mal, je vous dis. Ce sont des choses qui font mal. Ça, c'est ma ville. Moi, je suis né et grandi dans cette ville. J'ai sur ces plateaux d'équilibre. Mais oui, mais quand on voit cette ville là comme ça fait très mal. Et donc que les gouverneurs nous épargnent les regrets. On a beaucoup regretté qu'ils partent en paix, aller siéger au Sénat, qu'ils nous laissent ceux qui sont arrivés, nous allons les regarder de près ce qu'ils vont faire. S'ils échouent, même celui qui est arrivé là, Daniel Bumba, s'il échoue, il sera dans nos viseurs et on va frapper sur lui. Parce qu'on a besoin d'une nouvelle ville de Kinshasa. Et donc voilà. Concernant les 16 millions de dollars, 16 millions pour l'installation est prévu pour l'installation du gouvernement souminois. Bon, voilà, vous savez, les gouvernements, c'est la machine qui fait fonctionner une nation. Bon, ce qui est vrai, les gens sont devenus très sensibles quand on évoque l'argent dans ces pays. Ouais. C'est-à-dire entretenir un gouvernement ou une institution n'est pas aisé. C'est-à-dire que il faut prendre en compte les faits qu'il faut avoir quand on évoque la question des institutions fortes, il y a aussi le moyen qui suit. Mais il faut voir comment est-ce que prenons aux États-Unis d'Amérique ou ailleurs, même en Russie, je ne sais quoi. Parce que c'est là où ne risque pas de j'arrive. Les institutions qui sont budgétivores. Non, j'arrive. Maintenant, non, il faut tenir compte des priorités. Voilà. Nous ne savons pas. On parle de l'installation du gouvernement et d'un séminaire sur l'action gouvernementale. C'est-à-dire qu'on n'a pas, ce qui est vrai, pour l'instant, on n'a pas tout le détail sur ce que cet argent-là va destiner. On dit en gros installation et organisation du séminaire sur l'action gouvernementale, la répartition. Parce qu'il y a attention, il y a de confusion. Certaines pensent que quand on évoque la question de l'installation du gouvernement, les séminaires, ils pensent qu'on va prendre l'argent, on divise et on commence à remettre dans la poche de chaque ministre. Toi prends des 100 000 $, va bouffer, toi aussi prends. Ça dit qu'il y a beaucoup de mécanismes derrière, mais ce qui est vrai, ce qui est vrai. On va prendre votre code de il faut maintenant regarder les priorités. Mais est-ce que c'est la question que nous posons aujourd'hui? C'est le secrétariat général du gouvernement qui a mis à la place publique cette information, qui a d'ailleurs confirmé que l'argent est déjà prévu, donc l'argent est déjà là. Ce qui peut faire mal, c'est qu'il y a un problème. Ce n'est même pas les 16 millions prévus pour le gouvernement. Il y a une question de priorité. Je viens de lire il n'y a pas longtemps le rapport de l'ODEP, Observatoire de la dépense publique. L'ODEP nous dit, durant une période de 4 ans, il n'y a eu que 19 millions de dollars qui ont été alloués pour le secteur des affaires humanitaires, de l'action humanitaire. 19 millions de dollars, cela veut dire qu'il y a 4 750 000 $ chaque année alloués aux actions humanitaires. On voit il y a pas longtemps, il y a eu des inondations, il y a la guerre dans la partie est, c'est-à-dire on sous-entend, oui, il y a la guerre, il y a des déplacés internes, il y a même des réfugiés congolais qui sont là, il y a des victimes, il y a pas longtemps, nous avons vu des bombardements dans les cas de Mugunga par les terroristes d'IM23 soutenus par ces criminels de Paul Kagame. Donc vous voyez tout ça. C'est-à-dire on a des situations dramatiques, mais quand on voit l'enveloppe allouée à ces secteurs-là au regard de ce qui ODEP a rapporté, ça fait très mal. C'est une question de priorité. Parce que si on fait calcul, si on dit voilà, il y a 4 750 000 $ que le gouvernement remet chaque année pour les 7 millions des déplacés. Là, on ne va pas considérer on est à 0,06 $ les jours. Vous voyez, donc pour dire que c'est une question de priorité, on alloue 16 500 000 $ au gouvernement, on doit penser aussi aux plus démunis, à ceux qui manquent à manger, à ceux qui manquent ou dormir ou passer la nuit. Donc, Serge Bétou, en 30 secondes, 1 minute, l'installation du gouvernement souminois, plus de 16 millions.
demandé. C'est les secrétariats généraux du gouvernement qui l'a dit, une enveloppe de plus de 16 millions de dollars. Vous êtes du même avis qu'Etoni Antoine Dubendila? Il y a d'autres priorités qui auraient dû intéresser les gouvernements en lieu place de débourser un tel montant rien que pour l'installation de la team Souminois? En fait, certes, il y a plusieurs priorités, il y a d'autres priorités, il est vrai, mais l'installation du gouvernement aussi, c'est une priorité. Voilà. Parce que on a entendu ça et là, non, le gouvernement traîne le pas, etc. Il y a eu des problèmes, il y a eu des sons des cloches un peu partout par rapport à l'installation du gouvernement, et voilà, nous y sommes. Bon, par rapport au montant, vous savez, comme mon co-débatteur vient de le dire ici, ce n'est pas de l'argent qu'on va mettre dans la poche des gens, ils vont se mettre plein de poches, mais ils savent ce qu'ils vont faire. C'est aussi, là maintenant, il faudrait également suivre de près l'utilisation même de cet argent qui sera déboursé. Il faut qu'il y ait, par exemple, je ne sais pas moi si c'est aussi dans le prérogatif de l'IGF de contrôler l'utilisation de, comment dirais-je, de cet argent. Justement, il faut qu'il y ait transparence. Il faut qu'il y ait transparence. L'utilisation de cette somme. On peut dire oui. Ça heurte les sensibilités. Pourquoi? Parce qu'on voit déjà cette somme. De 16 millions. 16 millions. Congolais, nous sommes dans le milliard. Oui, nous sommes déjà dans le milliard. C'est que si on prend cet argent et on le divise, même pour payer les fonctionnaires de l'État, je ne sais pas s'ils vont arriver à 20 $. Voilà. Je ne sais pas s'ils vont arriver à 20 $. Donc pour vous, le montant n'est pas du tout le problème. La priorité. La priorité, oui. C'est aussi une priorité parce que nous avons besoin que ce gouvernement puisse entrer en jeu et puisse travailler pour qu'on puisse quand même avoir un ouf de soulagement. Voilà. Si seulement s'ils sont épris réellement. Un ouf de soulagement. Oui, un ouf de soulagement. Donc c'est pas tellement pour moi un grand problème. Ce n'est pas un grand problème, c'est le dernier mot que je veux c'est pas un grand problème. Merci à vous d'être passé sur ces plateaux de Décrypte Éco. En tout cas, je pense que ça ne sera pas la dernière fois, c'était une première évidemment. Oui. Tony Antoine Dubendila, merci beaucoup d'être passé sur ces plateaux. Merci aussi. De Décrypte Éco. À vous également, très chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur la première chaîne économique en RDC, Ecofin Télévision.